Alors, à la fois, vous êtes en colère, Mmh. légitimement en colère, en même temps, vous êtes bouleversé, Mmh. en même temps, vous êtes, enthousiaste à l'idée de pouvoir aussi fédérer. Mmh. Donc c'est un livre émotionnellement très fort à écrire aussi? Ça a été, oui, peut-être mon livre le plus difficile à écrire, ça c'est sûr. Je, j'avais envie d'écrire un livre qui permette au lecteur et à la lectrice de de se sentir plus libre quand il le refermerait, de comprendre un petit peu mieux ce qui peut agiter parfois nos déterminismes, y compris nos passions tristes, quoi, ce qui nous agite parfois de manière, heu, un peu mauvaise. Et de pouvoir du coup penser ce qu'ils pensent, mais en toute connaissance de cause, quoi. J'avais cette ambition-là d'écrire un livre qui permettrait de, ouais, d'être un peu plus libre à la fin. On a l'impression que vous l'avez écrit à la fois d'un seul coup Mmh. et en même temps, il y a des chapitres où là, on voit bien que vous avez dû vous dire: «Alors attention, il y a aussi cette idée-là». Est-ce que vous revenez sur les a priori, les amalgames, les idées préconçues, Mmh. les bêtises, Mmh. affligeantes, c'est-à-dire vraiment Ouais. les confusions? Mmh. De dire, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avance pas? Je suis sûr on avance petit à petit, mais c'est pas une raison pour, arrêter de se battre, déjà. Et puis, malheureusement, on le voit, hein, il y a enfin les on continue de frapper, on continue d'insulter, on continue de juger, alors que tout ça, au final, savoir ce que font les, adultes consentants de leur sexualité, ça devrait vraiment appartenir à une forme d'enfance de la civilisation qu'on devrait dépasser depuis longtemps. C'est l'enjeu du livre, l'enjeu fondamental du livre, c'est vraiment de poser cette évidence-là qui est de, on s'en fiche de savoir si on est, gay, hétérosexuel, lesbienne, trans. La seule chose qui compte et qui est fondamentale, c'est que l'État, la société, les gens, personne n'a rien à dire sur ce que font 2 adultes consentants de leur sexualité du moment qu'ils sont, comme je l'ai dit, consentants, quoi. Et donc l'enjeu fondamental du livre, c'est de rappeler que ce qui est important, c'est la liberté individuelle. Je donne un exemple, c'est que moi, pendant longtemps, je me suis réfugié derrière l'idée, ce qu'on appelle le born this way, c'est-à-dire je suis né comme ça, qui est un argument qui a souvent été avancé par la communauté homosexuelle pour dire, en gros, ne me frappez pas, c'est pas ma faute, je suis né comme ça. Et je me suis réfugié derrière cet argument avant de comprendre que c'est un argument qui est stupide et qui est surtout une voie sans issue de la rhétorique. La question, c'est juste ne me frappez pas parce que ne frappez pas tout court. Et puis surtout, parce que, encore une fois, personne n'a rien à dire sur ce que font 2 adultes libres et consentants dans leur intimité. Mais, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, vous nous amenez à réfléchir sur la nécessité du débat et son impossibilité. Oui, C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles on ne débat pas non, et en même temps, il faudrait se mettre à débattre du fait qu'on ne débat pas. oui. C'est, enfin, mon existence, mon droit au respect, mon droit à l'amour, n'est pas un sujet de débat. Je suis un être humain, on ne débat pas du droit ou pas, de certains êtres humains à la dignité, tout simplement. Heu, mais moi, je veux bien débattre de mon état et de l'état qu'on me fait subir. Mais je ne veux pas que la personne qui me fait subir cet état puisse se dire: «Ah ben écoute, on va se mettre à une table et on va échanger des arguments». Non, non, tu te tais et tu écoutes. Tu te C'est plus un tais et tu débat écoutes. là déjà. Non! Moi, je vais débattre avec cette personne-là, Oui, mais oui, la personne va se taire tout simplement, oui. hem, parce que j'en ai trop encaissé et je pense que, ben, que l'homosexuel, la lesbienne, la femme, la personne grosse, la personne en situation de handicap, la personne noire, hem, son existence n'est pas un débat. Voilà, par contre, elle a le droit d'aller à la table et de dire: «Maintenant, vous vous taisez et vous écoutez». Mmh. Voilà, et on va changer les choses. Et en fait, vous allez même plus loin que ça Mmh, parce que vous parlez finalement de vulnérabilité. mmh. On a envie de lire aussi dans ces pages que finalement, être gentil, c'est presque un risque. Mais c'est toujours un risque, c'est devenu une insulte aujourd'hui, la gentille, on dit: «Quelqu'un, il est gentil», sous-entendu, il est un peu bené, quoi, il est bête. Heu, mais quel courage il faut dans cette société pour être gentil. C'est un vrai courage dans cette société. Et donc oui, est-ce qu'on peut écrire un livre et dire aux gens,
Être gentil n'est pas une insulte. Ça demande énormément de courage. Soyons courageux tous ensemble, quoi. Oui, parce que vous parlez de révolution douce, Oui, c'est-à-dire mettons-nous en marche d'une révolution par la tendresse. mais parce que on fera jamais changer d'avis quelqu'un en Mmh. commençant la discussion en le traitant de connard. Ça ne marche pas, ça. Rarement. Non. Je veux bien essayer avec quelqu'un ce soir, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Euh, Ce qui est certain, c'est que ce qui marche, et ça j'en suis persuadé, euh, c'est de partager des voix, des récits, des histoires, et de demander à la fin de ce partage à l'autre, est-ce que tu trouves ça bien, ce qui m'est arrivé? Est-ce que tu trouves ça juste? Et si la réponse au fond de toi c'est non, alors je m'en fiche que tu n'adhères pas à toutes les théories que j'avance dans le livre, parce que je sais déjà qu'une part de toi a commencé à changer et que du coup le monde lui-même est déjà en train de changer. Et vous parlez aussi d'homophobie light. Alors moi j'aime beaucoup Mm, cette idée parce que du coup ça englobe aussi mm, un tas de gens. Je me suis interrogée beaucoup sur ouais, moi, la première en fait, en me disant mais est-ce qu'à à des moments donnés c'est de la maladresse ou de l'ignorance ou mm, de la bêtise? Qu'est-ce que je suis capable de dire ou de ne pas dire? Parce qu'il est beaucoup de questions ouais, de ça dans votre livre. Vous soulignez toutes les phrases qu'on dit mm. sans se rendre compte de ce qu'on est en train de dire. Donc homophobie light, c'est-à-dire finalement agression sans le savoir. C'est ce qu'on appelle les micro-agressions et qui sont, enfin, les gens pensent pas à mal, mais ça fait mal. Surtout quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, ou parfois au cours de la même journée. Ce que je voudrais vraiment interroger, c'est tous les angles morts de notre société, ce qu'on ne voit pas et qui pourtant est agissant, profondément agissant. Je donne un exemple au début du livre où je raconte comment, avec ma grande sœur Anna, qui est noire, mes parents l'ont adoptée quand j'étais tout petit. J'avais 3 ans ou 4 ans, elle en avait 5 ou 6. Donc je me souviens pas de ma vie sans elle. Et on se relevait en douce la nuit pour regarder euh, la trilogie du samedi. C'était une émission sur M6. Et, euh, et elle adorait Buffy contre les vampires. Moi, j'aimais bien Charmed, qui est une émission avec des sorcières. Et elle, je sais, maintenant qu'on est grand, qu'on en parle, elle cherchait un personnage noir dans cette série. Elle n'en a pas trouvé. Il y a un personnage, mais qui meurt au bout enfin, à la fin de l'épisode où il apparaît. Et moi, je crois que je cherchais inconsciemment peut-être un personnage de lesbienne, un personnage homosexuel dans Charmed, mais j'en ai jamais trouvé. Alors que, bon, soyons clairs, c'est une série qui a 9 saisons de 20 épisodes chacun, qui se passe à San Francisco et qui suit les aventures de 3 jeunes femmes qui sortent dans des bars et dans des boîtes. Et en 9 saisons de 20 épisodes, on ne voit pas une seule fois un personnage lesbien ou gay, quoi. À Alors, San Francisco. à San Francisco, qui est, avec Mykonos, probablement la ville la plus homosexuelle au monde. Mais, et donc, ce que j'interroge dans ce livre, c'est comment ça se fait. C'est-à-dire, soit bah, c'est conscient et voulu de la part du producteur, c'est-à-dire on va effacer consciemment tout un pan de la population de San Francisco, et c'est terrible. Soit c'est inconscient et c'est encore pire. Bon, il s'avère que Aaron Spelling, qui produisait la série, était fondamentaliste chrétien, donc je pense que c'était conscient de sa part, mais je veux interroger ça, de quel droit on peut effacer comme ça toute une réalité du monde. Oui, et puis vous donnez d'autres exemples sur une Oui, façon de parler. oui, Vous citez les gens qui vous disent, mais on peut tout à fait accepter que les homosexuels adoptent un enfant. oui, C'est toujours mieux que des parents maltraitants. oui. Alors j'aime beaucoup cet exemple qui Oui. dit, alors voilà, vraiment quand on a touché le fond du truc. Ah, moi, ça me heurte à chaque fois. C'est tout ce que veut un enfant, c'est deux parents qu'il aime, voilà. Oui, d'accord. Et puis souvent, ils ajoutent. Et puis quand on voit vraiment, enfin, en gros, c'est vaut mieux deux parents homosexuels plutôt qu'un couple hétéro qui bat son enfant à coup de pelle, quoi. Et je dis oui, ben, je suis pas sûr que ce soit un compliment vraiment ce que tu viens de me dire là. Et c'est pas méchant comme phrase. Hmm. Mais ça dit quand même une certaine vision du monde, hein, et moi, en tant qu'auteur, qui m'intéresse d'interroger. Voilà. Mais en lisant votre livre, je pensais à Gaël Faye, Mm. qu'on a reçu ici, qui parlait du Rwanda et qui disait finalement la société du Rwanda arrive à se reconstruire aujourd'hui, puisqu'il a fallu gommer, et ça fonctionne, Oui. il a fallu gommer des différences qui ont été imposées à un moment donné, notamment les Tutsis et les Hutus. Une fois qu'on a enlevé ça et qu'on est tous rwandais, là, on a commencé à pouvoir vivre ensemble. Mm. Et je me suis posé, en fait, c'est ça que vous dites dans votre livre, je me suis posé donc plusieurs fois cette question. Ce que vous sous-entendez, c'est qu'à un moment donné,
Le communautarisme qui fait Mmh, qu'on s'identifie parce qu'on appartient, en mmh. fait, est à la fois une nécessité et en même temps contre-productif puisqu'on est obligé de se Oui. définir par quelque chose alors que c'est impossible de se définir par une chose. Je sais pas si je parlerai de communautarisme parce que, on entend souvent ces discours de, bah, on l'a vu récemment avec Lucie Castest qui, qui, a dit publiquement qu'elle vivait avec une femme et tout le monde a dit mais on s'en fiche, qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa sexualité et tout. Mais rien n'est plus politique que l'intime. Évidemment que l'intime est politique. Moi, j'aurais aimé grandir en sachant que telle personne célèbre ou tel auteur que j'adore était homosexuel. Ça m'aurait permis peut-être de pouvoir me placer inconsciemment sous une figure tutélaire dans laquelle j'aurais pu me reconnaître. Je veux dire, c'est quand même effroyable. En plus, ça donne du coup des situations quand même absurdes et cocasses où on se retrouve. Un bon exemple, c'est La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Euh, on sait que Hans Christian Andersen était amoureux d'Edvard Collin, qui était le fils de son bienfaiteur, et qui lui a écrit des lettres d'amour enfiévrées, et qu'il a, par dépit, il a écrit juste après La Petite Sirène, qui est quand même l'histoire d'un être sans âme, une sirène, qui, pour pouvoir accéder à l'homme qu'elle aime, accepte de se faire couper la queue et d'être privé de sa voix, c'est-à-dire de sa possibilité de dire sa vérité et sa propre histoire. Enfin, je suis pas psychanalyste, mais je pense qu'il y a le texte est assez clair. Et ce qui est dingue, c'est qu'après, dès l'instant que on essaye, nous, en tant que personne LGBT, dire on aimerait bien aussi avoir un peu droit aux représentations, par exemple aussi dans les dessins animés, toujours, toujours l'extrême droite, la droite qui va venir en disant non, non, vous allez homosexualiser les enfants. Enfin, voilà, j'exagère, mais c'est exactement ça. Hein. Lisez-leur plutôt des contes de traditionnels comme La Petite Sirène. Bah oui, bah écoutez, lisez-leur La Petite Sirène. Euh, ce qui est, ce qui est terrible, c'est de se dire. Enfin, nos histoires, elles sont partout, depuis toujours dans l'histoire, mais si on gomme par-ci, par-là, l'homosexualité de telle personne, tel personnage, ben, on finit par croire que les homosexuels n'existent pas, ou très peu, alors qu'en fait, on existe. On est une partie de cette société, et on est même une partie très agissante sur le plan culturel. Il y a cette phrase dans le milieu gay qui me fait beaucoup rire, c'est si les homosexuels n'existaient pas, l'homme serait encore en train de vivre dans la grotte de Lascaux et encore elle serait même pas peinte. et, euh, et j'aime bien ça parce qu'on enfin moi j'ai un oncle qui qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et un jour on débarque chez lui et puis il me parle de sa fille, du coup ma cousine que j'avais pas vue depuis longtemps, et qui me dit oui, elle rentre de vacances, elle était à San Francisco avec sa colocataire, elles sont colocataires depuis 10 ans. Puis là, il me montre une photo de ma cousine que j'avais pas vue depuis longtemps, et je vois deux butch petites, rondes, avec des chemises de bûcheron, les cheveux courts, et je vois mon oncle, je dis oh là là, il a pas pigé quelque chose, ou alors il se met la tête un petit peu dans le sable, et on a droit en fait aux récits, aux histoires, comme tout le monde. Un jour, j'ai une lectrice qui me dit pourquoi il y a toujours un personnage homosexuel ou lesbienne dans vos livres. Et je dis parce que parce que les personnes lesbiennes ou gays existent, tout simplement. Oui, ça c'est Et cité dans votre oui, livre. oui, mais on Alors c'est quoi le existe. problème? Alors vous dites c'est un problème avec le plaisir. Moi, je pense que le problème fondamental, ben, on en revient toujours à la même chose, qui est celui de la masculinité toxique et du patriarcat. Alors, euh, tous les sexismes ne sont pas homophobes, mais toutes les homophobies sont du sexisme, quoi qu'il arrive. Moi, on m'a tapé 2 fois dans la rue à cause de mon homosexualité, et je sais au fond de moi que quand la personne tapait, quand l'homme tapait, il tapait la femme supposée en l'homosexuel. Ce qu'on ne supporte pas, et il y a des anthropologues très bien qui ont développé ce propos. Ce qu'on supporte pas, enfin ce que les homophobes ne supportent pas, c'est l'idée que une femme puisse se passer d'un homme dans sa vie, puisse trouver du plaisir sans un homme et vivre avec une autre femme. Et ce qui supporte pas non plus, c'est l'idée que dans la vision très binaire du monde, très idiote, c'est que un homme puisse s'abaisser entre guillemets à avoir une sexualité de pénétrer au lieu de pénétrant. Et on le voit très bien dans le langage, ça passe par des petites choses toutes bêtes, comme on parle, on pense, et on parle très mal. On parle très mal des femmes, on parle très mal des homosexuels. Quand on dit
mon frigo il est foutu, mon téléphone il est niqué parce qu'on l'a fait tomber et que, ben, étymologiquement, ce qu'on dit, c'est qu'il a perdu toute valeur parce qu'il s'est fait foutre ou parce qu'il a été niqué. Et enfin, là, on va dire, je tire un peu les cheveux en quatre, mais non, non, c'est comme ça qu'on parle. Et on parle très mal des femmes. Parfois, on me dit, on me demande si je suis féministe. Je suis pas sûr d'être féministe. Moi, je suis homosexuel militant. Et je sais très bien que ma condition en tant qu'homosexuel s'améliorera quand la condition des femmes s'améliorera. Bien sûr, parce que c'est le même combat au fond. C'est un combat pour le respect de la différence et notamment de la différence sexuelle. Le respect pour un exemple très parlant, c'est les enterrements de vie de garçon. Ouais. Moi, j'ai deux sœurs qui se sont mariées, Dieu merci, depuis elles ont divorcé. Et On va se faire des amis, je crois, ce soir. Hein? Je crois qu'on va se faire des amis ce soir. Ah, je pouvais pas les voir. Je pouvais pas les voir, mes beaux-frères. C'est quand elles ont divorcé, je leur ai offert toutes les deux un womanizer, vous savez. Je leur ai dit, ça a 13 fonctions. Bah, ça a toujours 13 de plus que ton ancien mari. Mais il sort pas les poubelles, mais 13 fonctions quand même. Bref, pardon, je mets les enterrements du garçon. En plus, c'est filmé, je peux pas dire n'importe quoi, mais Ouais, si, profitons-en. mais les enterrements du garçon, vous avez déjà vu des enterrements du garçon? Souvent, on va déguiser l'homme en femme. On va lui mettre une petite jupette, des bigoudis, des tresses. Il y a cette idée comme ça pour le fun, pour rigoler, on va le ridiculiser en l'abaissant, en l'habillant comme une femme. Est-ce que vous avez déjà vu des enterrements de vie de jeune fille où on s'amuse à déguiser la femme en homme? Et où c'est drôle. Et où c'est drôle? Non, mais parce que c'est pas ridicule pour une femme de devenir un homme. Ah oui, mais d'ailleurs, vous dites les hommes n'aiment pas les femmes. Ils n'aiment pas leurs femmes, Non, déjà, et ils non. n'aiment pas les femmes en général. Oh, qu'est-ce que j'ai pris quand j'ai dit ça, mon Dieu. Oh là là. Moi, j'adore cette phrase. Elle est incroyable. Mais moi, je suis médecin depuis 10 ans et ce que je constate, ah oui, évidemment, on me dira les cabinets médicaux est une passoire. Tu vois que des personnes qui ne vont pas bien. Et c'est vrai qu'aucune femme va venir au cabinet médical me dire mon mari est génial, il fait sa part du ménage, sa part de la vaisselle. Il me frappe pas et je vais vous donner 26,50 € et ma carte vitale pour vous avoir dit ça. Ça n'arrivera pas, je le sais. Il n'empêche que au quotidien, ce que je vois, oui, c'est que je me demande sincèrement où est l'amour. Où est l'amour? Je veux dire, quand je vois jour après jour des femmes qui viennent, qui sont épuisées parce qu'elles font tout à la maison, qu'elles s'occupent de la charge mentale, du foyer, des enfants, des rendez-vous médicaux, qu'elles ont en plus un travail, et que le mari voit ça et qu'il ne les aide pas et qu'il continue son petit train-train. Mais il est où l'amour? L'amour, c'est pas je t'aime, chérie, voilà, je t'emmène en voyage. Non, l'amour, c'est se partager les tâches ingrates du quotidien et que personne ne veut faire et que les femmes se coltinent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui le montrent. Sérieusement, où est l'amour là-dedans? Et quand je vois en tant que médecin, bah, que souvent mes patientes, quand elles tombent malades, elles se font quitter, alors que mes patients, quand ils tombent malades, ben leur femme reste. Alors je me dis bah c'est ma conclusion personnelle, regardons ce que disent les études. Et les études, elles montrent que bah, une femme, quand elle tombe malade, elle a 6 à 8 fois plus de risque d'être quittée qu'un homme qui tombe malade. Où est l'amour là-dedans? L'amour est une propagande. C'est les comédies romantiques, elles font passer ça, mais elles font croire aux petites filles avec les contes, tout ça, à la fin des contes, il y a toujours, ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qu'on dit aux petites filles déjà? Ta réalisation en tant qu'individu de sexe féminin passera par la maternité. C'est terrible. Et puis quand elles grandissent et qu'elles ont ces enfants et qu'elles s'aperçoivent que c'est elles qui gèrent tout, qu'elles sont épuisées et qu'en face elles ont un gars qui leur dit mais pourquoi tu fais la gueule chérie? Mais je comprends qu'elles ont envie de sortir des sécateurs. Elles ont raison. On est filmé. Ah pardon. Après, il y a la police qui va m'attendre, apologie de la... Apologie du sécateur. Oui. Pourquoi l'utilisation du tu dans ce livre? Il y a beaucoup d'exemples dans ce livre et il y a le tu. Et vous parlez même du fait qu'un de vos copains vous interroge sur ce tu qui est très saisissant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous nous chopez un peu au callback, que vous nous faites rentrer dans l'histoire, dans le livre. Donc vous nous prenez à témoin. C'est une connivence d'écriture. Il a plein de fonctions ce tu. Mais pourquoi vous l'avez choisi? J'avais envie, c'est une prise d'otage. La police va revenir là. Non, mais j'avais envie de prendre en otage le lecteur et de l'obliger à mettre ses pieds dans mes chaussures et de vivre ce que j'ai vécu pendant 38 ans, 39 ans maintenant. Mais oui, j'avais envie qu'il vive tout ça et de l'obliger à ressentir ce que j'ai ressenti, à souffrir comme j'ai souffert.
Et à la fin du livre, je lui posais la question: est-ce que tu trouves ça juste? Pourquoi est-ce qu'il faut ça? Ça veut dire quoi? Qu'on est endormi? Que la société ne se rend pas compte? Pourquoi il faut saisir? Je suis pas sûr que les femmes soient endormies. Donc on parle bien de Des hommes, voilà. oui, on va en reparler, oui. Mais les femmes sont pas endormies. Moi, enfin, j'ai jamais rencontré, enfin, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes d'homophobie avec les femmes. Les femmes sont toujours moins bêtes sur ce sujet que les hommes, quoi. Moi, mes douleurs, elles sont toujours nées de la réaction de certains hommes vis-à-vis de mon orientation sexuelle. Et, et c'est terrible cette incapacité qu'ont certains hommes à se mettre à la place des autres, quoi. On parle, enfin souvent dans le livre, je parle de la masculinité toxique, qu'on nous fait grandir homme dans cette société patriarcale, on nous fait mal grandir homme. Et j'ai toujours deux ou trois euh, personnes de sexe masculin qui, à la fin de mes interventions, me disent mais non, mais pas tous les hommes, etc. Mais bien sûr que tous les hommes. Et je vais expliquer pourquoi je dis tous les hommes. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais quand vous sortez à 2 heures du matin dans la rue en pleine nuit et que vous entendez en tant qu'homme un bruit venir d'une ruelle sombre, vous préférez qui voir sortir de cette ruelle, une femme ou un homme? Et je sais, et vous savez, et tous les hommes dans cette salle savent qu'ils préfèrent voir sortir une femme plutôt qu'un homme de cette ruelle sombre. Et quand ils marchent à 2 heures du matin dans la rue et qu'ils voient arriver un groupe en face d'eux, ils préfèrent quoi? Voir un groupe entièrement constitué d'hommes qui ont un peu picolé, ou voir dans ce groupe seulement des femmes, ou éventuellement quelques femmes avec les hommes? Et les hommes dans cette salle, et moi, et tout le monde sait, tous les hommes savent qu'ils préfèrent voir plutôt un groupe de femmes, voire un groupe mixte, plutôt que seulement un groupe d'hommes. Ça veut dire bien, les hommes, ils savent qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement dangereux dans la masculinité et ils font seulement semblant de ne pas savoir. Et ça, c'est insupportable, c'est révoltant parce que ce que je viens de décrire, c'est ce que vivent les femmes tous les jours quand elles sortent dans la rue, quand elles se baladent. Et en face d'elles, elles ont qui? Des gens dont le premier réflexe va être de dire mais pas tous les hommes quand même. C'est faux, tous les hommes, et tu le sais parce que à 2 heures du matin dans la ruelle, tu sais très bien qui tu préfères voir sortir d'une ruelle. Vous n'avez pas choisi la corporation la plus accompagnante pour ça. Vous racontez que finalement, Ouais. pendant que vous faites vos études, Mmh. et après quand vous arrivez à l'hôpital, vous vous retrouvez dans un univers qui n'est pas que réjouissant pour ce genre de discussion quand même. Non, non, non. Et puis ça fait partie de ce que j'appelle la charge mentale de l'homosexuel. C'est qu'on est toujours obligé de cloisonner nos espaces de sociabilité. C'est-à-dire savoir à qui on peut en parler et à qui on ne doit pas en parler. C'est-à-dire un tel un jour a fait une blague un peu limite. Est-ce que je peux lui en parler? Mais en même temps, après, il a parlé de sa sœur ou de sa nièce qui vit avec une autre femme. Et on est obligé sans cesse de cloisonner comme ça. Et je me souviens un jour, j'arrive nouveau dans un interne avec un co-interne qui s'appelle Romain, et on demande à Romain d'où il vient. Et il répond au chef, et il dit: je viens de Charleville, la ville d'Arthur Rimbaud. Il dit tout content comme ça. Et le chef qui le regarde, les yeux dans les yeux, qui dit: ah oui, Arthur Rimbaud, le PD. Chef de service, un médecin. Ah oui, Arthur Rimbaud, le PD, peut-être. Et il était aussi accessoirement un peu poète, peut-être un des plus grands poètes qui ait jamais existé. Mais oui, Arthur Rimbaud, le PD. Et donc je dis, donc lui, cette personne-là, déjà, il faut que je me souvienne de ce qu'elle a dit ce jour-là, parce que si un jour je lui parle de mon compagnon ou quoi, j'ai pas envie d'avoir des discussions ou des remarques. Et puis c'est comme ça tous les jours. Je me souviens d'une co-interne qui un jour, apprenant que parce que quand on est interne, on s'amuse un peu, on fait la fête. Et c'est vrai que j'avais une tendance à l'époque. Vous racontez ça dans votre livre, Oui, c'est bah, certains terrible. soirs, je ramenais des filles dans ma chambre d'interne, et puis d'autres soirs, je ramenais des garçons. Et ça se savait, et tout le monde en rigolait parmi les internes, parce qu'ils avaient l'impression que j'arrivais pas à me décider. Alors je disais les jours pairs, c'est les garçons, les jours impairs, c'est les filles. J'avais un agenda très, très serré comme ça. Et un jour, une co-interne, Sophie, que j'aimais bien, apprenant ça, me dit: mais tu iras en enfer pour ça. Et elle me dit ça, mais au début, j'ai pensé qu'elle plaisantait. Et je lui dis en répondant: oui, mais je pêche pour que Jésus soit pas mort pour rien, je lui dis. Et elle a pas aimé ma blague. Mais je me suis dit, cette jeune femme interne qui pensait littéralement que je finirais ma vie en enfer, alors que je pense pas avoir mérité. Enfin, je suis médecin, j'ai probablement tué des gens, mais je ne sais pas. Enfin, comme tous les médecins. Et on avait un chef qui nous disait: derrière tout grand médecin se cache un grand cimetière. Alors, peut-être j'ai un cimetière. Enfin, pas que j'oublie que c'est filmé, mais je pense pas mériter d'aller en enfer. Voilà. Mais je me demande, elle, cette jeune interne, combien de gens elle a soigné depuis?
combien de personnes, de personnes homosexuelles. Vous racontez ça et c'est assez Ouais, troublant hein, dans votre livre quand vous racontez ouais. que vous soignez des femmes qui parfois se méfient de vous jusqu'au moment où elles comprennent que vous êtes Oui, ben, ça homosexuel. dit beaucoup sur la condition masculine et la condition féminine. Je raconte cette patiente qui arrive un vendredi soir avec son pitchoun, qui a la varicelle, et elle s'inquiète, et c'est le week-end, et c'est compliqué. J'imagine que c'est pareil à Bordeaux qu'à Toulouse, hein. C'est compliqué de trouver un médecin en urgence le week-end. Déjà la semaine, c'est compliqué. Et, euh, et je lui laisse mon numéro de portable, mais parce que je me dis si elle a besoin, et puis c'est une maman, et moi je peux comprendre ça aussi. Je suis bien placé en ce moment pour comprendre les angoisses qu'on peut avoir quand son enfant est malade. Et on s'entendait très bien. À partir du moment où je lui laisse mon numéro, je la sens se raidir. Et puis les mois passent, elle vient plus me voir. Et je vois sur le logiciel qu'elle vient voir mes associés. Et j'ai pas compris du tout. J'ai vraiment pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Et un jour, au marché, le dimanche matin, avec mon mari, on va faire un petit marché. On est des bons bobos, on va s'acheter des petits légumes et tout, voilà, avec nos tote bags. Et elle me croise au marché, main dans la main avec mon mari. Et ben le lundi matin à 9 h, elle était au cabinet médical. Et à la fin de la consultation, elle s'est permis de me faire une bise pour me remercier de tout ce que j'avais toujours fait pour elle jusqu'à présent. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris qu'elle avait mal interprété mon geste de lui laisser mon numéro de téléphone, quoi. Et je me dis, mais pour les femmes, je parlais de devoir cloisonner ces espaces de sociabilité, mais pour les femmes, c'est terrible. C'est-à-dire, combien de femmes ici, dans cette pièce, doivent se poser la question de ce gars, je travaille avec lui, on se voit tous les jours. Aujourd'hui, il a mis un super pull. J'aime bien son pull. Est-ce que je peux lui dire que son pull est joli sans qu'il l'interprète ça par j'ai envie de te baiser, Francis? Mais c'est terrible pour les femmes de devoir cloisonner comme ça. Enfin, et on a l'impression que bah, pour les femmes, rien n'est gratuit. Jamais. Elles n'ont pas le droit. Elles ont pas le droit. Et du coup, c'est là peut-être que la personne homosexuelle, pour certaines femmes, peut être un lieu un peu sanctuarisé où elles peuvent souffler, dire il est beau ton pull, Francis, sans voilà, Sans qu'il se passe rien d'autre. sans qu'il se passe rien Vous d'autre. racontez, je vous le disais tout à Enfin, l'heure. c'est dur pour certaines femmes, je pense, de se dire est-ce qu'un jour un homme m'aimera pour rien? Ben, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent dire ça, quoi. L'homosexuel, il peut le dire. Il peut dire moi, j'aime des femmes pour rien. Et je suis très fier de le faire. Quand j'avais publié ma tribune dans Libération sur les hommes n'aiment pas les femmes, plein de gens m'ont dit qu'est-ce qu'il a ce gros pédé. Alors j'ai dit, pourquoi gros ce sale pédé. Alors sale, ça m'avait encore plus blessé. Comment il peut comment il peut nous dire la manière dont on doit aimer les femmes alors qu'il est pédé? Sous-entendu, il peut pas aimer les femmes puisqu'il couche pas avec. Est-ce qu'on se rend compte de la vision des rapports hommes-femmes que ces garçons ont, quoi? Mais moi, j'aime immensément plein de femmes et leur bien-être me tient énormément à cœur. Seulement, j'ai pas envie de coucher avec elles et ça leur permet parfois de souffler, peut-être aussi. Ouais. Et vous invitez finalement la Mm. société à travers ce livre à écrire d'autres formes de récits, notamment déjà parce que vous dites, mais c'est une bonne nouvelle, si des homosexuels adoptent des enfants, Mm. ce sont des enfants qui un jour seront des adultes, Oui. qui eux-mêmes auront des enfants, donc qui commenceront à réécrire l'histoire. Vous dites aussi, et s'il se passait quelque chose en cas d'homophobie, Mm. si c'était associé à une conséquence. Mm. Vous dites aussi, et si le mâle alpha tout d'un coup gagnait quelque chose à être un père Mm. tendre, attentif, à s'occuper de la charge mentale. Donc, ce que vous proposez dans le livre, c'est aussi écrire autrement le cours des choses, parce que là, l'idée maintenant, c'est comment on fait, comment on s'en sort de ce truc-là. Déjà, ça passe par partager nos récits. Euh, je parle beaucoup sur le réseau de ma parentalité, des émotions qui me traversent et qui m'animent depuis que je suis père. Et je le fais dans une raison claire, affichée, parce que parfois on me dit pourquoi tu parles de ça, c'est intime. Non, je le fais exactement parce qu'il faut le faire. Parce que, comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, quand c'est qu'il y a un loup, et ben, je veux pas que ce soit flou. Je veux que les gens sachent exactement que notre quotidien de parents ressemble beaucoup au leur et qu'on se pose les mêmes questions, que
on s'ennuie le dimanche comme eux, et que depuis qu'on a un bébé, ben, on fait plus l'amour, et qu'on se pose mille questions sur qu'est-ce que c'est être parent, comment l'aimer au mieux, comment l'éduquer au mieux cet enfant, et ça, enfin, c'est un travail militant à part entière de voilà de démocratiser nos existences, de les décloisonner des marges, voilà, et ça compte quand je raconte, bah voilà, quand on va chez la pédiatre, je me souviens, un matin, on se réveille et puis on se prépare lentement, et puis d'un seul coup, mon mari me dit, oh, il y a une note, et on avait rendez-vous chez la pédiatre, on avait oublié le rendez-vous chez la pédiatre. Et donc, on a couru. Heureusement, je suis médecin, donc on a pu passer à la pharmacie. J'ai pu faire une ordonnance pour avoir le vaccin. On est arrivé à le temps un peu honteux d'être en retard chez la pédiatre. Bon, évidemment, dans la salle d'attente, il n'y avait que des femmes. Et donc, elles nous ont regardé en mode là, là, incroyable. Ils méritent des cookies, ces deux garçons hein, qui s'occupent de leur enfant. Bah, et si on s'en occupe pas, ils meurent. Donc, on n'a pas le choix. Puis, accessoirement, on l'aime. Donc, mais je me suis dit, ce qu'on venait de vivre là, ce moment de on a oublié et on n'oubliera plus jamais parce qu'on a ressenti le sentiment de honte d'avoir oublié. Mais je suis sûr que plein de femmes l'ont vécu. Et le jour où elles ont oublié, où elles ont eu ce sentiment de honte, après elles n'oublient plus. Mais parce que ce sont elles qui s'occupent des enfants. Et donc ce sont elles qui n'oublient pas. Et je suis profondément persuadé, et ça la société patriarcale ne voudra pas l'entendre, mais que les rôles sont interchangeables au sein du foyer. C'est-à-dire, nous, on est deux garçons, deux grosses feignasses, et donc je vous assure que on fait 50-50, il n'y en a pas un qui va faire plus que l'autre, et on y arrive, et on y arrive très bien, et c'est dur, et d'ailleurs, à part, c'est très dur quand on fait 50-50. Alors, je n'ose même pas imaginer quand on fait 70-30 et qu'on est une femme au sein d'un couple hétérosexuel. Mais on peut y arriver, les rôles sont interchangeables, mais les hommes n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Bah, c'est-à-dire, c'est quand même assez pratique, on a bien compris. Mais pourquoi vous dites raconter, il faut faire récit commun de tout ça. Et d'ailleurs, c'est dans votre livre. Pourquoi? Parce que et c'est dans votre titre aussi. Parce que finalement, le plus grand danger, le C'est plus gros, l'ignorance. c'est le silence. C'est le silence et l'ignorance. Il y a des études qui montrent qu'aux États-Unis, au moment de l'adoption du mariage pour tous aux États-Unis, 30 minutes de discussion avec un couple homosexuel ou lesbien faisait changer d'avis les gens qui voulaient voter contre. 30 minutes de discussion. C'est quand même effarant de se dire oui, donc on a besoin de raconter, de partager nos récits, de raconter nos familles qui sont parfois un peu foutraques, un peu étranges, qui sont belles aussi. Moi, je raconte dans le livre le don de gamètes que j'ai fait à un couple de copines. C'était au moment du Covid, les frontières venaient de fermer, et elles se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'à l'époque, la PMA pour toutes n'était pas encore passée, la loi. Et donc, elles voulaient partir en Espagne, les frontières ferment, elles ont tous leurs projets qui tombent à l'eau, elles sont effondrées. Et ben, je leur dis, on se voit tous les quatre, on discute un soir, voilà. Et moi, je veux vous donner mes gamètes. On en a discuté, on a posé les choses, on en a discuté longuement. Voilà quel serait mon rôle, et mon rôle ne serait d'en avoir aucun rôle. Voilà, et c'était voulu dès le départ. Et donc, un mois après, elle m'appelle en me disant, bon, écoute, Auréline vient de prendre sa température, si tu veux, c'est maintenant, tu viens. Et donc, je me retrouve sur mon vélo, la ville est totalement vide parce que c'est Covid et qu'il n'y a personne dans les rues et qu'il faut un laisser-passer. Moi, je suis médecin, alors j'avais mon laisser-passer, mais j'imagine si j'avais dû remplir une attestation en disant je vais donner mon sperme chez des copines, je suis pas sûr que la police aurait tiqué, sans doute, mais... et je me retrouve arrivé chez elle, et c'est une situation étrange parce que c'est le seul moment, je crois, dans la vie d'un garçon où on va se masturber dans les toilettes de copines. Les copines le savent et tout le monde est très content. Et donc, je fais ce que j'ai à faire. J'avais pas fumé depuis 3 jours parce que j'ai l'attention pour les petits détails et que je voulais que tout soit de bonne qualité. Et je m'en vais, je remonte sur mon vélo. Et c'était le soir, et d'un seul coup, tout le monde se met à la fenêtre et commence à applaudir. Et j'ai eu un petit moment de flottement en me disant, mais comment ils savent? Comment ils savent? Je fais ça depuis que j'ai 13 ans, c'est pas grave, tout va bien. Oui. Et en fait, 9 mois plus tard, il y a une petite fille qui est née, et je suis vraiment immensément heureux de savoir qu'elle existe. Ce n'est pas ma fille, c'est la fille de mes copines. Moi, c'était pas mon projet avec l'homme que j'aime, c'était leur projet à elle. Il n'empêche qu'on se voit beaucoup. Les dimanches après-midi, on les passe souvent ensemble, tous ensemble. On va au parc, on voit nos enfants jouer ensemble. La petite, elle sait pas dire, elle parle pas encore tout à fait bien. Donc, au lieu de dire Baptiste, parce qu'on lui a expliqué tout depuis le début, on lui a dit c'est ton donneur, et elle dit tout le temps c'est mon bonheur parce qu'elle parle mal.
Et en fait, si je parle de ça, c'est aussi pour montrer que ces familles-là, elles existent, que tout le monde va très bien, qu'on est très heureux, et que ça paraît impensable que dans notre société, ce que j'ai fait, et je l'ai fait parce que l'État leur déniait le droit d'être une famille, ce que j'ai fait est punissable de 3 ans de prison et de 500 000 euros d'amende. Alors que nos copines, enfin moi je suis docteur en médecine, ma copine est docteur en droit et l'autre copine est docteur en sociologie. C'est-à-dire Et vous avez... personne n'a été abusé, on est tous, voilà, On s'entend. on est consentant, on a réfléchi la chose, je veux dire, voilà. Et depuis, vous l'avez écrit, en fait, on vous a menacé à un moment donné de vous dire, bah quand même, amende. Oui, on m'a dit ça. Après, personne n'est jamais condamné parce que si un jour ils nous embêtent, on pourra toujours dire qu'on a eu un rapport consentant et ils pourront jamais le Enfin, prouver, c'est sauf filmé. maintenant que c'est filmé, mais C'est ça. faudra couper ça. C'est filmé. Mais en attendant, dans cette histoire, ce que vous nous invitez aussi à revisiter, c'est tout simplement notre rapport fraternel à l'autre, sans détail, j'ai envie de dire. Mm. C'est-à-dire que Je vais vous raconter. Un jour, j'étais en déplacement pour signer des livres. Je crois que c'était à Nantes ou à Nancy, je sais plus. Et je dîne avec une amie trans, donc qui est née à Signé Garçon, qui a terminé sa transition depuis des années maintenant. Et on parle comme ça, et elle me dit, tu sais, Baptiste, j'ai mis des années avant d'accepter qui j'étais, de comprendre que on a tous un rôle dans cette société, et j'ai compris quel était mon rôle au sein de cette société. Elle m'a dit, je suis une confidente. Il y a des gens qui sont des meneurs, il y en a d'autres qui sont des écrivains. Moi, je suis une confidente. Je m'aperçois que tous mes copains, mes copines viennent tout le temps me raconter leurs petits secrets, leurs coucheries, leurs petits adultères, etc. Et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre pourquoi j'avais ce rôle-là dans la société. Et maintenant, j'ai compris. Je dis, d'accord, et pourquoi? Elle me dit, mais parce que dans la société dans laquelle on vit, en tant que personne trans, aucune honte est supérieure à la mienne. ça va pas être facile pour enchaîner après. Hein. Non. C'est dans Non. le livre aussi cet exemple-là. Et Oui. ce que vous racontez, c'est quand même qu'au final, c'est quand même un cocktail émotionnel très lourd. Vous, dans ce livre, il y a, je le disais, je le redis à nouveau, beaucoup d'histoires, la vôtre, celle de gens que vous rencontrez, que vous aimez, que vous croisez par hasard. Il est question, et depuis l'enfance, de honte, de culpabilité, de peur, de colère, d'un troisième cerveau qui passe son temps à réfléchir à est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux manifester ça, une attente aussi. Il y a une grande frustration d'une attente d'entendre un signe, un mot, quelque chose. Donc, indépendamment des moments où vous avez été agressé, c'est une vie, ça va? C'est une vie. En même temps, je pensais pas vous déstabiliser à ce point-là. C'est une vie en même temps. C'est une sorte de. S'il y a un sujet dont il va falloir parler, Allez-y. Non, allez-y. C'est ça. C'est un fil conducteur où il n'y a jamais de repos. Non. Non, et c'est d'autant plus paradoxal que je vous demande vraiment de me croire dans ce que je veux dire. C'est j'allais dire que je suis pas homosexuel. Alors la grand twist, là, retournement de situation. Non, mais je ne me sens pas homosexuel. Je me suis jamais senti homosexuel. Je suis juste quelqu'un qui a grandi, qui a eu des expériences, qui a trouvé quelqu'un qu'il aime et qui a la chance d'être aimé en retour, et qui a voulu fonder une famille avec cette personne-là. Les seuls moments où je me sens homosexuel, c'est quand je suis confronté à l'homophobie. C'est quand même incroyable, ça. C'est quand même incroyable. Et ça vaut pour toutes les discriminations. Prenez une personne grosse, faites-la, c'est horrible ce que j'allais dire, mais jetez-la enfant au milieu des loups et faites-la élever par des loups. Elle va grandir, grosse au milieu des loups, heureuse. Et puis un jour, vous l'amenez dans la civilisation, dans la société. C'est là qu'elle va commencer à souffrir, à cause de nous, à cause des êtres humains, pas à cause des loups. Ça devrait nous interroger, tout ça. Est-ce que le livre, c'est, selon vous, vous racontiez l'exemple de cette femme qui vient à votre dédicace et qui vous dit, moi, je suis une confidente, et vous, est-ce que vous êtes un écrivain ou un médecin, ou les deux? Est-ce que ce livre, pour vous, a une vocation à définir aussi votre mission? Moi, j'ai pas enfin, si j'ai une mission, c'est d'élever mon enfant et de l'aimer, et de lui donner le goût de la lecture. Ça, j'espère que j'y arriverai. Mais moi, j'ai pas de... et rembourser mon crédit. Mais basiquement, mais j'ai pas de mission. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai un auditoire, et j'ai cette chance-là, et c'est une responsabilité. Et quand on a un auditoire, ne pas l'utiliser pour mener les combats qui sont auxquels on croit, quoi, les valeurs auxquelles on croit, c'est quel gaspillage, quoi.
quel gaspillage. Alors oui, c'est vrai, j'en prends plein la gueule, et c'est vrai, et c'est dur, et j'ai grossi. Je vois, en 10 ans, j'ai pris énormément de poids, mais parce que c'est tellement dur ce que je prends. Mais, mais Vous voulez dire de vous exposer? oui, mais parce que je veux changer les choses, et je veux les changer pour mon fils aussi maintenant. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a plein de gens qui sont solidaires et derrière vous? Parce que vous nous parlez des gens Hum, qui vous incriminent, mais est-ce qu'il y a aussi une communauté qui vous suit? Est-ce qu'il y a aussi des... Non, mais en plus, j'y crois pas. J'en parle dans le livre, et j'en avais parlé dans mon livre précédent. Mais un jour, une intervention avec le SAMU, je suis étudiant, on voit un enfant qui meurt, et je décide d'aller voir un psy pour parler de cet enfant qui était mort devant moi. Et je pense que n'importe qui aurait été bouleversé parce qu'il avait vécu, parce qu'il avait vu. Et je rentre dans ce cabinet, et il me demande un peu ma situation. Et à partir du moment où il apprend que je vis avec un homme, il n'a pas cessé de me parler de ma mère. Ma mère, votre mère, votre mère, votre mère, votre mère. Je venais juste pour pleurer sur cet enfant qui était décédé. Est-ce que j'ai le droit d'être triste en dehors de mon homosexualité? Oui, parce que dans ce livre, vous nous dites aussi que finalement, alors les homosexuels, on peut les remettre dans le droit chemin, je mets Ouais, des énormes bien sûr. guillemets évidemment, et donc vous dites, mais est-ce qu'un hétérosexuel, à un moment donné, on peut lui changer J'essaye de retourner un peu toutes les questions, c'est-à-dire, oui. voilà, bah, d'obliger le lecteur hétérosexuel à se poser des questions absurdes, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous oblige en tant qu'hétérosexuel à tenir la main de votre femme dans la rue? Ben, les gens me disent, bah, je la tiens parce que c'est ma femme, je l'aime bien, et puis c'est un petit moment de tendresse. Oui, ben nous aussi, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous oblige en tant qu'hétérosexuel de vouloir vous marier? Je dirais, rien ne vous oblige à vouloir vous marier. Bah, laisse-moi me marier si j'ai envie de me marier avec ma femme. Oui, ben, moi aussi. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'avec un bon thérapeute, vous pourriez devenir homosexuel? Bah, pourquoi il me pose cette question? Il est fou, je suis très bien comme je suis, laissez-moi tranquille. Moi aussi. Et oui, je pense que c'est important d'obliger les gens comme ça à se rendre compte que ces questions sont bêtes, fondamentalement bêtes, quoi. Depuis que vous avez écrit ce livre, qu'est-ce qui se passe? Euh, faut que je reprenne rendez-vous avec une psy. Parce que Parce que j'ai écrit des choses difficiles sur mon enfance, et que je pensais qu'une fois que je les aurais écrites, ça ira mieux. oui, ça Et marche c'est pas. pas le cas, c'est Non. OK. Et c'est effectivement des choses difficiles qui, en même Mm. temps, sont très importantes puisque Oui, vous nous expliquez que vous avez toujours su qui vous étiez. oui, Et d'ailleurs, dans la maison d'édition Les Arènes, vous publiez aussi oui. des livres jeunesse, qui interrogent sur le fait d'être soi, tout Mm. simplement soi. Et vous posez une question fondamentale qui est: à quel moment on apprend à dire non? Mm. Quel est le poids de la force du groupe? Mm. Et puis, en lisant cette bande dessinée, je me suis dit, mais finalement, on dit non toute la... on pourrait dire non toute la journée et on ne le dit pas. On dit Non. pas non à des tas de choses. Mm. Viens dîner chez un copain, en même temps, il est sympa. On a peur d'être moins aimé, On a on a peur peur d'être d'être moins aimé jugé, tout le temps. et c'est terrible parce que je parle de cet enfant qui a du mal à dire non, non au groupe, non aux garçons. C'est-à-dire, viens jouer au foot, mais il aime pas le foot, alors il dit oui parce qu'il veut des copains. C'est ça. Viens, on va embêter les filles. Mais Il on dit sait pas oui, dire alors qu'il toute la journée. veut pas embêter les filles. C'est Voilà. simplement qu'il veut des copains. Et à la fin, je retourne cette question, c'est-à-dire, il se tourne vers les adultes, et les adultes, sa mère lui dit, tu sais, quand on est grand, c'est dur de dire non aussi. Et il lui dit, à quoi ça sert d'être grand alors? Mais je pense qu'il y a plein de gens ici, dans cette salle, qui pensent que non est un mot qu'ils ne méritent pas ou plus, et ils ont perdu le chemin de leur nom, quoi. Et je pense que oui, de jour en jour, d'habitude en habitude, petite concession en petite concession, on peut finir par oublier qui on est, quoi, et oublier que non est une phrase complète, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va devoir expliquer pourquoi on dit non. Ben non. Est-ce que le courage dont vous faites preuve en écrivant ces livres et en acceptant de rencontrer Mm. des journalistes comme on le fait en ce moment, est-ce que, est-ce que ça vous donne à force de plus en plus de force? Ou Oh, est-ce que ça vous affecte aussi à chaque fois? Le courage, je sais pas, parce que le courage, j'ai toujours détesté le côté un peu doloriste de certains écrivains, disant l'écriture est une souffrance. Bah, va à l'usine, d'accord, et puis on en reparle. Hein, je suis assis à la terrasse d'un café, je fume des clopes en buvant du café,
Et en écrivant mes livres, ce n'est pas l'usine et c'est un bonheur. Et moi, j'écris toujours dans la joie. Et l'écriture, ça devrait toujours être ça, la joie, même si, effectivement, ça a été un peu plus compliqué avec celui-ci. Mais ce qui prédétermine vraiment chez moi l'acte d'écrire, c'est le sentiment de joie. Après, le courage, encore une fois, c'est un sentiment de qu'est-ce qui justifiera ma vie si j'ai eu la possibilité que je l'ai pas prise de faire changer les choses. Est-ce qu'à force d'écrire sur ces histoires et de revenir sur plein d'anecdotes, de moments de votre vie, vous avez la sensation aussi de permettre à d'autres de réconcilier des moments phares de l'existence? Je reçois énormément de messages dans ce sens et c'est merveilleux parce que je suis aussi médecin, donc si je peux permettre à des gens d'aller mieux sans leur demander la carte vitale, je suis très content. C'est ma mission aussi, mais j'ai un immense sentiment d'imposteur. Je comprends jamais pourquoi on me lit, pourquoi les gens font la queue pour se faire signer leur livre. Moi, je ferai pas la queue pour moi-même, alors pourquoi les gens la font? Vous avez tort, c'est un mec sympa, hein. Qu'est-ce qui vous manquerait? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui vous préoccupe en vous disant si seulement? C'est le pays dans lequel va grandir mon fils. Je, je vais vous dire quelque chose, j'ai un peu honte, mais j'ai très peur de ce qu'il entendra à l'école, de la manière dont on se comportera avec lui, parce qu'il a deux papas. Et ça a commencé très tôt, hein. Il avait 3 mois, on l'a déposé chez son assistante, j'allais dire assistante maternelle, mais on est deux papas, donc son assistante paternelle. Et il faudrait réfléchir à ce mot d'ailleurs. Et elle nous a dit quelque temps après que à la base, il devait être avec un autre petit garçon. Il est avec un super petit garçon qui a le même âge, mais il devait être avec un autre petit garçon. Et les parents ont pris peur en apprenant que leur fils serait avec un. Ah, j'ai du mal à parler de ça. Oui, d'accord. Eh bien, Voilà. n'en parlons pas. Ouais, ça m'énerve. Ouais. Ok, ok. Donc, j'entends bien. Et donc, Le monde voilà. de demain. Et donc, ce qui me préoccupe, c'est ce pays dans lequel il va grandir. Et je crois que inconsciemment, je me suis mis à écrire des albums jeunesse et j'ai tout fait pour que ça marche et que ça ait du succès et que ça pénètre dans les écoles, en espérant que un jour, quand mon fils ira à l'école, on dira c'est le fils de Baptiste Beaulieu, il faut bien s'en occuper et faire attention à ce qu'on lui dit. Et je crois que en fait, je n'écris pas ça du tout pour les enfants, j'écris ça pour mon enfant et pour qu'on le chouchoute à l'école. Sinon, les profs vont se dire peut-être qu'on va apparaître à un moment donné. Peut-être exact en mal. Donc Ouais, il faut qu'il bien fasse sûr, attention. normal. Donc, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Mm. Parce que, comme ce que vous racontez, c'est que avant de vous marier et d'avoir Mm. cette vie de famille qui vraisemblablement vous tient à cœur, Mm. ça, on ne peut pas en douter, vous avez rencontré d'autres hommes Mm. dans des endroits où les hommes Ouais. se rencontrent parfois, Ouais. notamment des saunas, et que vous avez Ouais. rencontré beaucoup d'hommes mariés, Oui. Alors là, oui, ça, je dits vais créer hétérosexuels. Bah alors, je pense que les gens se rendent pas compte, mais je me suis bien amusé. Voilà. J'ai beaucoup voyagé, je me suis amusé. À chaque fois, je trouve ça aberrant l'idée qu'il y ait des endroits, les gens se rendent pas compte, mais Sauna, c'est des endroits immenses, c'est quasiment grand comme des MK2, hein, en plein centre-ville, rempli d'hommes qui se baladent et qui se rencontrent, qui boivent des coups, qui fument et qui parfois, quand le contact passe bien, vont passer à l'acte. Je me dis, mais comment ils louent ces endroits? Enfin, là, ça doit coûter une fortune. Et honnêtement, je suis persuadé que ça ne marcherait pas sans le concours des hommes mariés qui viennent et qui posent délicatement leur alliance dans le vestiaire pour ensuite aller faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est malheureux parce que ça dit aussi beaucoup de choses de notre société, du malheur à la fois pour ces hommes et pour leur épouse qui mérite sans doute bien mieux qu'une vie de mensonge. Ouais, mais ce que vous racontez, c'est ça, c'est que ce mensonge, il est pas du tout que de votre côté, vous êtes obligé de le cacher ou d'être dans le secret, ce qui est épuisant. Ce que vous racontez, c'est que c'est une société entière qui a un récit mensonger. Ouais, moi, je me souviens d'une discussion de gars qui se consolaient au bar d'un sauna et l'autre qui consolait ce gars parce que sa femme était en train de partir d'un cancer du sein. Et je me dis, cette situation n'a aucun sens. Mais elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses de notre société, des non-dits, des on-dits, et puis de la souffrance, quoi, pour cette femme, pour cet homme, pour les enfants de ce couple, et puis pour tous ces gens qui n'auront pas eu la vie qu'ils méritaient d'avoir. C'est de tendresse dont il est question finalement dans tout ça. Bien sûr, et puis d'altérité, d'empathie. Moi, j'ai mis des années avant d'arriver à dire ce que je vais dire maintenant, c'est que je suis immensément heureux d'être homosexuel. Ça m'a permis d'être au monde d'une manière peut-être plus empathique, moins égoïste.
j'ai compris et je comprends des souffrances qui me seront à jamais inaccessibles, la souffrance de certaines femmes, de certaines minorités, parce que je l'ai vécu aussi à mon échelle, sous un visage différent. Mais il y a cette phrase de Jean Genet que j'aime beaucoup, qui dit que quand la femme se fait martyriser, tu ne te sens pas femme, ou quand l'ouvrier se fait martyriser, tu ne te sens pas ouvrier, alors toute ta vie, tu auras été un pédé pour rien. Moi, je veux pas être un pédé pour rien. Ça me semble une excellente phrase de conclusion. Ouais. Merci beaucoup, Baptiste. Merci Sylvie. Merci.